Ai-je véritablement besoin de le présenter? Actif depuis le début des années 2000 et véritable figure de la tech en France, je suis aujourd'hui ravi et honoré de recevoir Frédéric Montagnon. Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, tes premières startups à succès, ta vision de l'évolution du web et surtout ta rencontre avec la blockchain, avec notamment le lancement de deux sociétés, LGO et Ariani. Nous parlerons aussi de ton implication dans la communauté Web3 actuelle et de ton rôle de business angel. Mais tout d'abord, Frédéric, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Écoute, merci beaucoup de m'accueillir un petit peu chez toi, Alexis. C'est un grand plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se voit. Et puis, bravo aussi pour le podcast, hein, qui est très chouette. Je pense que c'est bien de donner la parole aux acteurs de cet écosystème. Moi, je suis ingénieur. Je suis devenu entrepreneur quasiment tout de suite quand je suis sorti de mes études en 2000. Et j'ai monté des boîtes dans le hardware. Alors, on le voit pas dans un podcast, mais j'ai plein de guitares derrière moi. Je fais pas mal de musique. Oui, pour Et le à voir sur l'époque, YouTube, en tout cas pour ceux qui regardent sur YouTube, ils le verront. Elles sont d'accord. magnifiques. Voilà, donc je fais toujours. Alors, j'en fais pas assez, mais je faisais beaucoup de musique. Et donc, il y avait des produits qui manquaient à l'époque. Et ma première boîte, c'était une boîte qui concevait et qui fabriquait des tables de mixage pour pouvoir piloter des logiciels sur ordinateur pour faire de la musique. Puis après, j'ai monté des entreprises dans le web 2.0 communautaire. Tu vois, par exemple, une plateforme comme Overblog, qui était une des premières à donner la parole à des utilisateurs sur Internet. Un peu dans la pub digitale. Et puis, au moment où j'ai déménagé à New York en 2012, j'ai découvert ce monde incroyable qui est celui des gens qui réfléchissent à la distribution des systèmes d'information, à la décentralisation. À l'époque, c'était principalement, même uniquement Bitcoin. Et ça m'a marqué parce que moi, j'ai toujours vécu avant dans un univers qui était fait de grosses entreprises qui avaient des croissances extraordinaires et qui arrivaient à s'accaparer le marché. Donc là, on parle des Google, des Facebook et autres. Et tout à coup, je découvre une communauté de gens qui réfléchissent à la manière de partager une infrastructure, de partager un système d'information. La dimension monétaire m'a pas du tout pas intéressé, mais je savais pas ce que c'était qu'une monnaie à l'époque. C'est pas du tout ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu vraiment des gens imaginer, réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour partager un bout de l'internet qu'on utilise, un bout de l'infrastructure, et faire en sorte qu'elle ne soit pas privée et que les orientations, les choix technologiques ne soient pas dans les mains d'un tout petit groupe de personnes. Donc c'est ça Ben, qui m'a. c'est intéressant d'ailleurs de remettre ça un peu on va dire la ligne de ton parcours parce que c'est drôle, tu parles évidemment du fait que bah, c'est pas l'aspect monétaire hein, qui t'a intéressé, mais c'est peut-être intéressant de revenir sur justement ton rôle, le rôle que tu as joué dans le Web 2, les boîtes que tu as montées et pourquoi en fait cette problématique là, pourquoi l'intérêt de la décentralisation et l'intérêt de passer par des infrastructures qui sont bah, justement distribuées et pas centralisées, pourquoi ça a été important pour toi. euh, Alors, ouais, bon, il y a plusieurs choses. Il y a la mission qu'on peut se fixer, puis il y a aussi une question d'idéologie derrière. Je te prends l'exemple d'Overblog, qui est un projet qui était très chouette, qui existe d'ailleurs toujours, hein. C'est une grande fierté de voir que ça fait 20 ans maintenant que ça existe, et ça continue à Incroyable. exister. Il y a des gens qui continuent à s'en servir. De temps en temps, je fais des recherches, tu vois, je tombe sur des blogs qui sont encore sur Overblog. Nous, la mission qu'on s'était fixée, c'était donner la parole aux gens dans un univers numérique qui, à l'époque, ne connaissaient pas du tout. Parce que quand on remonte à 2003, je crois que c'était au moment où on a monté ça, euh, c'était extrêmement compliqué de mettre de l'information en ligne. Il fallait savoir faire, savoir coder, Ouais, il c'était fallait, pour les geeks, quoi. C'était, si tu ouais, il savais pas fallait, coder, fallait c'était pas pour toi. avoir un hébergement, il fallait savoir uploader ces fichiers. Enfin, bon, assez compliqué. Donc autant dire que ma mère n'était pas du tout dans ce. Enfin, elle pouvait rien faire à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était de faire un outil qui soit le plus simple possible. Euh, et quelque part, dans notre façon de construire Overblog, on avait cette idée que cette plateforme, elle devait être aussi un peu dans les mains et la propriété des gens qui l'utilisent. On avait à l'époque imaginé un système dans lequel les gens touchaient une partie du revenu publicitaire qui était généré par leur propre blog, ce qui était assez compliqué d'ailleurs d'un point de vue légal, mais qu'on avait réussi à monter.
Mais ce que d'ailleurs Twitter essaie de faire aujourd'hui, c'est assez amusant de voir que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Bah, oui, et puis bon, de toute façon, c'est ce que fait YouTube aujourd'hui, et Oui, bien finalement, sûr, ça, depuis ça a longtemps. été une partie du modèle. Mais il y avait deux directions possibles à cette époque-là, hein, quand on faisait Overblog. C'était soit de faire payer, et auquel cas on se transformait en un Wix ou Squarespace, par exemple, hein, qui sont les leaders du secteur aujourd'hui. Donc soit on faisait payer, à ce moment-là, on s'adressait plutôt à une cible professionnelle, soit on voulait faire plutôt un modèle de média, c'est-à-dire donner la parole aux gens et monétiser avec de la publicité, et aligner l'intérêt de ceux qui utilisent la plateforme avec le nôtre pour essayer de faire un maximum de trafic, Bien sûr. d'audience. Donc c'est cette voie-là qu'on a choisi. Donc on avait déjà à l'époque, on réfléchissait déjà à cette idée que comment est-ce qu'on fait pour partager de l'alignement entre des utilisateurs et ceux qui conçoivent une plateforme, ce qui n'est pas du tout le cas d'un Facebook et d'un Google. À part, je te dis encore, c'est vrai que YouTube partage en partie ses revenus, mais bon, c'est vraiment anecdotique. Et donc, retrouver un peu cette idée-là, mais la pousser vraiment à l'extrême dans la réflexion de cette distribution de la gouvernance, distribution de la valeur, distribution des mécanismes de décision. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, en sachant que ça combine un peu tout, hein. Le démarrage de Bitcoin, c'est du code open source, c'est essayer d'aligner les intérêts, c'est créer des modèles économiques qui soient participatifs. Tout ça m'a passionné. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans cet Mais univers. petite question, parce que 2012, c'est quand même très early sur le sujet du Bitcoin. Comment t'es tombé dessus? Alors, moi, je suis un peu, je suis un peu geek, je suis très tech. Donc, de toute façon, tu me mets un Bitcoin avec un white paper comme ça, ça m'a fasciné. Comment, à l'époque, c'était quelque chose. Enfin, 2012, c'est déjà assez avancé, hein. C'est ceux qui sont vraiment très, 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 très précurseurs, ils étaient là avant. Mais dans le cercle des gens qui s'intéressent à la tech, c'était quelque chose qui circulait. Et donc à l'époque, je venais juste de m'installer à New York. Il commençait à y avoir des petits meet-up, donc des petits rassemblements de gens qui réfléchissaient à ces sujets-là. Et je crois qu'on avait fait avec mon associé de l'époque, Julien Romanetto, on avait fait le premier meet-up ou le deuxième meet-up à New York autour de Bitcoin. Il y avait 20 personnes. Donc effectivement, c'était pas encore très répandu. Ouais. Mais voilà, c'était un des lieux et un des lieux de networking et des événements de networking que j'avais repéré parce qu'à l'époque, il fallait que je me connecte simplement avec l'écosystème local. Bien sûr. Et très concrètement, à New York, il s'est pas passé grand-chose autour des cryptos pendant longtemps parce que c'est une ville qui vivait d'autres choses. Mais il y avait ce petit embryon. Et donc, je suis tombé là-dedans voilà, à travers de ce meet-up et au travers du white paper que j'avais trouvé fascinant. Et les sujets, donc en 2012, dans ces meet-up, n'étaient pas autour de la transmission de valeur via le Bitcoin dans des systèmes décentralisés, mais vraiment sur la partie tech, décentralisation, data déjà? Il y avait deux. Alors non, data, ça c'était l'idée que je m'en faisais. D'accord. Les gens qui discutaient de ça, c'était très drôle. Pour beaucoup, c'était des gens qui discutaient d'idéologie, donc des gens pour beaucoup complètement anarchistes. J'avais rencontré là des gens qui n'avaient pas de compte en banque, par exemple, qui refusaient l'idée d'avoir un compte en banque. Alors à New York, en plus, ça fait vraiment décalé, et qui refusaient l'idée que on puisse avoir une vue sur ce qu'ils dépensent, ce qu'ils gagnent, etc. Donc ils s'organisaient pour pouvoir vivre différemment. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont marginaux, mais pas dans le mauvais sens du terme, qui sont vraiment en marge du fonctionnement des systèmes. Donc, c'était plutôt ça les discussions. C'était comment est-ce qu'on imagine une monnaie qui ne soit pas gouvernée par une banque centrale, qui soit gouvernée par le peuple, tu vois. Donc vraiment l'idée du bien commun. Et puis à l'autre bout du spectre, effectivement, des gens très tech. En sachant que la tech, c'est quand même à l'époque, ça a pas mal changé parce qu'il y a beaucoup de tech maintenant à New York, mais à l'époque c'était quand même de l'autre côté. C'était côté San Francisco qu'on avait ces communautés-là. Mais on avait tout l'aspect finance à New York, mais qui était qui intéressait personne.
N'intéressait À l'époque, personne. vraiment, ça intéressait personne. Les réflexes, en fait, des gens qui travaillent dans la finance, des hedge funds et des banquiers d'affaires qui existent là-bas, c'était de dire, écoutez, bon, 2012, la market cap de Bitcoin, ça devait être, je sais pas, 500 millions. Enfin, c'était en dessous du milliard, hein, à l'époque. Mais ce qui Donc, devait leur sembler énorme, j'imagine, déjà. bah Pour non, quelque c'est chose tout qui pour eux petit, en n'avait pas fait. de valeur. Bah ouais, mais tu vois, le moindre hedge fund, il gère 10, 20, 30, 50 milliards. Ouais, Donc, c'était pas dans son scope. tu te dis, en fait, moi, je suis déjà avec ce que je possède moi et ce que je dois allouer, je suis déjà trop gros pour votre truc. Donc pour ces raisons-là, ça n'a pas intéressé grand monde. C'est venu un peu après. euh, et avec, ouais, je crois que c'est en 2016 que vraiment le switch s'est fait à New York et que des gens ont commencé, enfin, des gens de la finance traditionnelle sont venus s'intéresser à Bitcoin. Et pour toutes les mauvaises raisons du monde, hein, d'ailleurs, hein, vraiment Bien sûr. juste La des spéculation, problématiques par exemple. d'exposition, de spéculation, voilà, mais sans avoir la moindre idée de ce que pouvait représenter cet actif. Et ce qui représente bien la segmentation d'ailleurs des métiers et des problématiques et des missions qu'on peut avoir dans la finance aujourd'hui très régulée, c'est que chacun s'occupe d'un petit truc. Et puis à partir du moment où tu as des indicateurs qui, 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 euh, qui passent un certain degré, bah, tu t'intéresses à un actif sans savoir en fait ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Mais tu dis, bon, bah, ça va faire x5, x10, Voilà, c'est ça. allons-y. Si je le mets dans ma stratégie d'allocation, ça peut être très performant. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, toutes les mauvaises raisons du monde. Mais toi, donc, tu t'es intéressé à la partie tech, à la partie data, parce que avec ce que tu avais fait, Overblog, etc., et les réflexions que tu avais eues là-dessus, en fait, tu t'es dit, cette infrastructure, parce que on est en 2016, on est quand même, là, on est au début d'Ethereum. Donc, est-ce que la réflexion autour des smart contracts, etc., même il n'y avait pas cette notion de NFT, de token non fongible. Quelle est ta réflexion en fait à ce moment-là et qu'est-ce que tu fais par rapport à cette réflexion? Alors au début, j'ai trouvé ça fascinant. Tu vois, 2012, je trouvais ça fascinant. Ensuite, j'ai commencé à comprendre ce que ça pouvait avoir comme impact euh, en faisant le chemin suivant. Euh, Quelque part, l'Internet, c'est un Internet, même en 2012, hein, c'était déjà le cas, c'est un Internet de plateforme. Donc, les échanges d'informations, ils se font via des intermédiaires, via des plateformes qui centralisent les données, quelles qu'elles soient, données financières, enfin, tout est de la donnée, enfin, pardon, oui, tout est de la donnée dans un univers digital, tes conversations, ton profil, ton réseau, ton argent, tout. Et quelque part, le point commun, il est là, hein, c'est que c'est des bases de données qui traitent de l'information, quelles que soient les raisons et les applications. On retrouve les mêmes systèmes, les mêmes technologies tout le temps pour faire une messagerie comme pour faire une banque. C'est la même chose. Et la manière dont c'est organisé, pour plein de raisons qu'on peut élaborer d'ailleurs, qu'on peut expliquer, l'Internet, c'est des gros acteurs qui gèrent les bases de données, leur sécurisation en théorie, leur conformité, leur bon fonctionnement pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que c'est fabriqué. Et ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes parce que sécuriser complètement une base de données, c'est impossible. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des failles, ne serait-ce qu'humaines. Et puis parce que quand on est le lieu de centralisation de ces informations pour les autres, donc quelque part la conservation des données personnelles aujourd'hui, elle est faite par des plateformes. Mais quand c'est toi qui conserves, tu as un levier, tu as un avantage sur le marché. Donc, c'est toi qui peux construire seul les règles d'usage et puis le modèle économique. Donc, tôt ou tard, de toute façon, le fait de trop centraliser de l'information, ça donne trop de pouvoir à des acteurs qui, quelque part, n'ont pas une légitimité dingue à exister, euh, dès lors qu'il est possible d'imaginer une infrastructure et une architecture différentes. Alors, avant les systèmes distribués, c'était pas possible d'imaginer ça. Mais à partir du moment où on rentre dans un monde dans lequel les technologies Web3, alors pour moi Web3 ça englobe tout ce dont on se parle là, à partir du moment où ça existe, la légitimité d'une plateforme centralisée à exister et à imposer ses règles, son modèle économique et à prendre la valeur qu'elle souhaite sur le marché n'est plus là. Et Et donc, même la propriété des datas, parce que tout en à fait, fait. on s'en est pas rendu compte, mais doucement, en fait, on a donné toutes nos datas à Facebook, et c'est Facebook, par exemple, pour ne nommer que lui, ou Meta, qui est propriétaire des données qu'on lui a données. Ouais, alors, les données brutes, non, mais ce qu'on en fait, oui.
Et on le voit bien aujourd'hui avec un monde dans lequel on fait apprendre à des intelligences artificielles, à des modèles de machine learning, on fait apprendre des choses. Une fois que le modèle est formé à partir d'une donnée brute, le modèle, en fait, il nous a complètement échappé. Bien sûr. Donc là, effectivement, la propriété de la donnée, à mesure qu'on la traite et qu'on lui donne du sens, en réalité, on perd sa propriété. Donc, pour moi, ça, c'est un problème fondamental. Et pour moi, la valeur principale à l'intérieur de ces technologies Web3, c'est d'être capable de construire des architectures qui ne sont plus centralisatrices de l'information, mais au sens large. Donc effectivement, la partie financière est hyper intéressante et le modèle qu'a démontré Bitcoin autour d'une nouvelle sorte de monnaie est extrêmement intéressant, mais c'est applicable à tout. Bon, je suis fasciné aussi par les applications financières, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus et ce sur quoi je travaille, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à représenter de la donnée personnelle d'une manière différente que celle qu'elle a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on trouve les moyens pour que cette donnée, elle soit pas rattachée à des plateformes, qu'elle soit librement transférable, échangeable, que les utilisateurs puissent peut-être se la réapproprier, encore que, on va peut-être en parler, mais c'est peut-être pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est surtout qu'on soit pas prisonnier et dépendant de plateformes. Et ça, c'est de la souveraineté. Donc la Finalement, portabilité des datas et le fait de pouvoir choisir qui va pouvoir utiliser mes datas pour faire quoi, c'est ça? Exactement. Pour moi, c'était un sujet de souveraineté. Voilà. Ouais. Le but, mon but en tout cas, et je pense le but du Web3, c'est de changer la position qu'on a aujourd'hui qui donne la toute-puissance à des plateformes et remettre le plus possible le curseur vers les entreprises et les individus qui sont les utilisateurs du réseau. Et donc là, on en arrive à Ariani, en fait, directement. Donc, alors, si tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse d'Ariani. Donc, je pense que bon, sur on va dire le principe philosophique, je pense que tu viens de nous l'exposer. Mais quand tu l'as lancé, avec qui tu l'as lancé, pour faire quoi, quels sont les services, et puis après, on discutera un peu de la vision d'Ariani dans le futur. Bien sûr. Donc Ariani, on a commencé à y réfléchir en 2016. C'est l'arrivée des NFT en fait qui vraiment cristallise la genèse du projet. Alors je crois que ça s'appelait pas NFT d'ailleurs à l'époque. J'ai Oui, il plus n'y le avait pas de mots. souvenir. On parlait Il y avait pas de on parlait de mots. tokens, même des tokens non fongibles, on n'en parlait pas beaucoup. Voilà, Mais, il y avait eu des prémices de ça avec Colorcoin qui permettait déjà d'identifier à l'intérieur de Bitcoin des bitcoins par rapport à d'autres, pour plein de raisons, de traçabilité. Et puis, tout à coup, il y a eu ces NFT qui, au passage, ont commencé à exister sur Bitcoin avant d'exister ailleurs, il est vrai. au travers de counterparties et d'un projet qui s'appelait RarePP à l'époque, Ouais. à part les aficionados de NFT, tout le monde a oublié. Et donc, pour moi, c'est un point de bascule parce que on se dit à ce moment-là que on peut créer de l'unicité dans un monde digital qui est un monde où on peut multiplier à l'infini de la donnée. Et donc, donner de l'unicité à un élément numérique, ça veut dire pouvoir commencer à représenter de la propriété directement dans ce monde numérique. Alors que jusqu'à présent, la notion de propriété, dans un environnement digital, elle est forcément représentée, matérialisée par des contrats qui sont externes au monde digital. Et tout à coup, tu as un outil qui permet de représenter de la propriété de manière native dans une primitive qui est une primitive numérique. À partir du moment où on se dit ça, en effet, la donnée, on peut se dire que la donnée, on peut l'encapsuler à l'intérieur de cette notion de propriété. Et alors, ce qu'on s'est dit à l'époque, au démarrage d'Ariani, c'est déjà, il y avait une volonté de participer à ce mouvement de décentralisation, de distribution de l'Internet. Et comment est-ce qu'on le fait? Il y a des gens qui font ça dans la finance, il y a des gens qui font ça dans différents univers. Moi, avec un prisme qui était un peu particulier, qui est celui du monde de l'advertising, parce que c'était ça ma dernière expérience au travers de Tids. Avec ce prisme-là, quand tu regardes l'Internet, tu te dis la quasi-intégralité du moteur et du modèle économique de l'Internet, c'est de l'argent que
des marques viennent dépenser auprès de plateformes pour toucher des prospects ou des clients. C'est Et l'accès. L'accès à c'est l'accès. l'audience. Bon. Et en prenant un peu de recul, c'est quand même pratiquement que ça, quoi. Google fonctionne avec ça, Facebook fonctionne avec ça. D'une certaine manière, il y a toute une partie du modèle économique d'Amazon qui fonctionne aussi avec ça. Et donc les grosses plateformes, elles vivent de ça. Et donc il y a deux façons de participer à ce mouvement de décentralisation et de migration de la souveraineté dans le monde digital. Soit on fait des produits qui sont directement à destination des utilisateurs. Donc c'est le cas d'une très très large partie du monde du Web3 aujourd'hui. Ou alors on se dit, on va aller regarder plutôt du côté du modèle économique de l'Internet, comment est-ce qu'on le fait migrer gentiment, parce que ça peut pas se faire comme ça en claquant des doigts et de manière brutale, mais comment est-ce qu'on arrive petit à petit à entraîner des gens qui dépensent de l'argent auprès des plateformes, à le dépenser autrement et à reprendre, ce faisant, de la souveraineté sur ce qu'elles ont à faire. Donc ça nous conduit du côté des marques, ça nous conduit à la réflexion de quelles sont les marques qui, les premières, vont être intéressées par reprendre la main sur la relation qu'elles ont avec leurs clients. Et en poursuivant cette réflexion, on se dit en fait probablement que les marques qui créent des objets qui sont qui ont la valeur la plus importante, donc des marques de luxe en particulier, sont celles qui vont voir le plus tôt de la valeur dans le fait de ne plus être dépendants ou le moins possible, ou réduire en tout cas leur dépendance aux plateformes, parce que elles sont très sensibles à la qualité de la relation client Bien sûr. et au Parce que fait qui de dit ne... décentralisation dit désintermédiation. C'est ça, Et donc, il faut tuer exactement. l'intermédiaire. Enfin, moins il y en a, mieux elle se porte. Donc on suit ce petit fil et on se dit, alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, Le fil d'Ariane, c'est le ça. fil d'Ariane, exactement. Exactement. Tu l'as compris, tout est encodé dans le nom, tu vois. Et c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait Ariane. Et donc en suivant ça, on se dit, bien, la bonne manière de faire, ce serait d'associer un passeport numérique à un objet réel et de faire en sorte que de ce passeport découle toute la relation avec le client et tous les services que tu peux avoir envie d'apporter à ton client. Et donc c'est comme ça qu'on a débuté avec cette notion-là. On n'appelait pas ça un passeport numérique d'ailleurs à l'époque, mais avec le temps, ce terme a émergé. Parce que juste, en fait, on va au-delà du double digital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, de dire en fait la blockchain, ça permet de créer une représentation numérique d'un objet unique, etc. Mais là, ça va au-delà de ça. Ça veut dire que c'est un objet et tout ce qu'on peut rattacher à cet objet. Donc des événements, c'est ça? Ouais, exactement. Alors le double digital, c'est vrai que c'est une notion, elle est difficile à définir parce qu'on l'a utilisé pendant longtemps en disant pour nous le double digital, c'est quelque part virtuellement connecter un objet à Internet, même s'il n'est pas connectable, parce que une veste, un chapeau, une montre, la plupart du temps, il n'y a pas de raison en fait d'équiper ces objets-là avec de l'électronique. Et donc, pour nous, le double digital, c'était ça. C'était de donner une identité à un produit réel de la même façon qu'on a une identité nous. Et pour autant, on n'a pas de puce et on n'est pas connecté à Internet par nature. Donc, c'était ça au Pas départ. encore, pas encore, pas encore. Pas encore. Et j'ai envie d'espérer que ça n'arrive jamais. Mais enfin, ça, c'est... On peut en Elon discuter Musk si qui tu veux. travaille, j'ai cru comprendre. Oui, mais je suis pas sûr de suivre Elon Musk sur toute sa Oui, non. vision, tu vois. Et donc, ça a beaucoup été utilisé là dernièrement avec l'arrivée des métaverses, dans l'idée que les objets allaient avoir une forme numérique visible et donc quelque chose de très visuel, de très. Nous, on n'est pas là-dessus. Enfin, on peut le faire aussi. Hein, je veux dire, à partir du moment où on a donné une identité, une présence à un objet sur les réseaux, on peut lui associer aussi, évidemment, une représentation en 3 dimensions et dans un métaverse. Mais pour nous, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on a bougé de cette idée de double numérique, de jumeau numérique, vers l'idée de passeport, parce que ça représente mieux ce qu'on fait. Et à partir d'un passeport, tu as une preuve que tu es bien en possession de ce passeport. Ce passeport, il a été émis par une marque, donc tu as une traçabilité vers d'où vient ce passeport. Tu as une traçabilité aussi qui te permet de savoir si à un moment la personne avec laquelle tu fais une transaction est bien en propriété de ce passeport ou pas. Et puis, à partir du moment où c'est un lieu d'échange avec la marque, c'est l'occasion de pouvoir développer des services. Alors les services, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être faciliter les transactions en seconde main. Ça peut être ajouter des possibilités d'assurer un produit. Ça peut être
donner toute la relation client au travers de ce passeport pour que immédiatement la marque sache pas qui tu es d'ailleurs, mais quel est le produit dont on parle, et peut-être si tu as d'autres produits, quel est le type de client que tu es, et pouvoir construire tous les services digitaux, tous les services numériques que C'est les pour leur marques CRM, doivent en fait. construire. T'alimentes vraiment un CRM avec une forte granularité, en fait, pour eux. Ouais. Alors si on discute de CRM, en fait, on veut pas être un CRM, on veut être la couche tout en bas qui est le lien. Donc dans un CRM aujourd'hui, le lien c'est souvent une adresse email ou une adresse physique avec des données qui ont été collectées et qui sont des données qui immédiatement après avoir été collectées sont déjà obsolètes, parce que c'est le principe d'une donnée que tu collectes. L'adresse d'une personne, elle va changer, sa localisation, ses goûts, tout ça, ça va évoluer. Nous, on se dit qu'en fait, si on remplace ça et qu'au lieu de traiter de l'information que la marque doit collecter avec toutes les problématiques que ça pose et tous les risques que ça pose d'ailleurs en termes de conformité, de sécurité, de réputation et même d'image vis-à-vis de ton client final, si on remplace ça par de la donnée qui est du côté du client et qui consiste à savoir ce que le client possède de toi, en fait, cette base-là sur laquelle tu vas faire reposer ton CRM, elle te permet en tant que marketeur d'avoir beaucoup plus de précision dans tes interactions avec ton client, enfin le propriétaire de ton produit, et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus long terme. En l'occurrence, quand on parle surtout dans un monde qui devient de plus en plus circulaire, le client initial, c'est pas nécessairement celui qui possède l'objet. Tu vois, moi derrière, il y a plein de guitares, c'est pas des premières mains. Donc je les ai achetées à quelqu'un. J'ai pas de lien du tout avec les marques et les luthiers qui les ont fabriqués, simplement parce qu'ils savent pas que je possède leurs produits. Donc au mieux, ils ont peut-être dans un coin l'adresse mail ou l'adresse physique de la personne qui a acheté une de ces guitares au moment de la transaction. Et puis cette guitare, en fait, elle a peut-être été offerte 3 jours plus tard. Bien sûr. En fait, ton CRM, du coup, il fonctionne pas bien parce que la donnée de base est pas la bonne. Nous, on veut intervenir là. On veut vraiment que dans le stack du CRM, on remplace le niveau qui est tout en bas, qui est le point de contact. Non, super intéressant, mais la question que j'ai par rapport à ça, c'est que, on va dire, par exemple, à partir du moment où les gens commencent à adopter ce système-là, il n'y a pas de problème, parce que, si tu veux, le passeport numérique va être émis au moment de l'achat. Mais qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui a été acheté avant? Je sais pas, j'achète une montre, par exemple, j'ai acheté une montre il y a 10 ans, et en fait, tout ce que tu me racontes, je me dis, c'est super, parce que je vais pouvoir avoir ce passeport numérique, un certificat d'authenticité, etc., etc. Et puis, si un jour j'ai envie de la revendre, c'est vrai que ça sera très rassurant pour l'acheteur en face, parce qu'il pourra être sûr que c'est une vraie montre. Comment vous gérez cette, on va dire, ingestion du passé dans ce passeport numérique? Alors, c'est pas nous qui le faisons. De toute façon, on n'a pas du tout. Nous, on certifie rien. On est vraiment. On offre de la technologie déjà. Ouais, prestataire de technologie. Parmi les marques qui utilisent notre protocole et notre stack techno, il y a déjà des marques qui le font, ça. Ouais. Pour l'instant, sur des petits lots, hein, mais elles sont déjà en capacité de pouvoir le faire. Pour l'instant, les marques avec lesquelles on travaille, elles ont plutôt envie de pouvoir dire elles-mêmes, j'émets un passeport et je le mets dans les mains d'un client que j'ai en face de moi. Dans un deuxième temps, il y a des discussions pour déléguer cette possibilité à des plateformes qui font de la seconde main. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, hein, on les connaît, Vestiaire Collective, The Real Real, enfin il y a plein, qui pourraient être en mesure, parce qu'elles ont des process et elles ont des capacités d'identification et d'authentification des produits, de pouvoir donner un avis. À partir du moment où les marques sont confortables avec l'idée que ces plateformes sont capables de donner un avis qui est aussi légitime que le leur, on peut imaginer de pouvoir déléguer ces pouvoirs. Mais ça, c'est pas notre décision, ce sera la décision des marques. On pense que c'est comme ça que ça doit se faire, parce que sinon tout le monde, enfin n'importe qui s'improvise certificateur, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, et à ce moment-là, plus rien n'a de valeur. Mais le protocole tel qu'on l'a dessiné, il permet ça. Alors, il permet ça à deux niveaux. Soit une marque de pouvoir déléguer cette possibilité de créer un passeport numérique dans des conditions bien particulières. Ou bien on pourrait aussi imaginer que des plateformes de secondaire soient aussi habilitées à pouvoir donner des certificats. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais ça fait partie des choses qu'on explorera. Dans le monde non digital, ça se passe déjà. Quand tu achètes dans une vente aux enchères
Quand tu achètes un objet, en réalité, tu as un niveau de certitude assez avancé que l'œuvre ou l'objet en question est bien le vrai, parce que la maison de vente aux enchères ou le tiers, peu importe, qui te le vend, a une réputation à défendre, a fait son travail de due diligence pour authentifier. Donc Et ça même peut pourrait... apporter Ça, des garanties sur le fait que si un jour on se rend compte que c'est un tout à faux, fait. Ouais, ouais. derrière pouvoir revenir sur la transaction. Exactement. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, le stock, on peut pas dire qu'on ait une démarche très active à le gérer, parce qu'on a déjà beaucoup de travail avec les marques et les objets neufs, mais c'est quelque chose qui est faisable. Et encore une fois, ce sera pas à nous de prendre cette décision-là, mais c'est aux marques, et tout indique que oui, elles vont dans ce sens-là. Et est-ce que bon, tu as parlé du secteur du luxe, est-ce que tu peux parler des grands use cases que vous avez aujourd'hui? Alors, il y a ce passeport numérique, mais est-ce qu'il y a autre chose que ça? Alors tout passe par. Alors non, pardon, tout ne passe pas par le passeport numérique. C'est vrai qu'on s'est concentré là-dessus. Nous, notre techno, elle permet d'émettre des NFT, d'enrichir ces NFT avec du contenu tout au long de la vie de quelque chose. D'ailleurs, c'est pas forcément un produit. Et elle permet d'envoyer des messages de manière décentralisée entre celui qui émet le passeport et celui qui le possède. Ça s'applique très très bien effectivement à la notion de passeport numérique qu'on vient de mentionner. On le fait aussi pour des cas qui sont plutôt des cas d'application autour de la loyauté, donc carte de fidélité, ces choses-là. En fait, ça peut être utilisé pour mettre dans les mains de quelqu'un un point de contact, encore une fois, un NFT qui représente le fait d'avoir participé à un événement, Mais de comme les faire POAP, par partie exemple, d'un club. on les a eus sur un autre épisode, mais c'est typiquement ce genre de choses. Ouais, alors c'est POAP que tu mentionnais. Ouais, ouais, Ouais. POAP, par exemple, le POAP est compatible avec notre protocole, c'est-à-dire qu'on ouais. peut l'enrichissement et le fait de pouvoir communiquer enfin d'utiliser notre layer de communication est compatible avec POAP. Effectivement, on peut se nourrir d'autres types de NFT qui sont émis ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est le suivi derrière, plus que l'émission d'ailleurs. Et en effet, avoir un POAP parce qu'on est allé à différents événements et se dire, bah, au bout de 3-4 événements que j'organise, là, je sais que j'ai un petit cercle de gens qui sont mes VIP, en tout cas les gens que j'ai envie de considérer de manière particulière. Ça fait partie des cas d'usage, des cas d'application, donc autour de la loyauté. Euh, et ça représente aujourd'hui, tu vois, dans ce qu'on fait, il y a 80% ou même un petit peu plus qui sont autour des passeports numériques, et puis c'est 20% qui autour de la loyauté. Donc c'est aussi une option. Ouais. D'accord, d'accord. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a deux phénomènes que je trouve assez contradictoires. C'est qu'on a l'impression, on dit les NFT, c'est fini. Je vois plein d'articles en ce moment où 95% des NFT ont perdu de leur valeur, mais je pense qu'on passe totalement à côté du sujet, de ce que c'est qu'un NFT. Et en parallèle de ça, je vois toutes ces marques de luxe qui font beaucoup d'annonces, justement, avec, enfin, sur des nouveaux services qui sont en train de lancer, d'ailleurs, ou produits ou services, autour de la technologie des NFT. Donc, je pense que si tu peux nous dire un petit mot quand même sur l'amalgame on va dire la plupart des gens peuvent avoir entre un NFT qui peut être de temps en temps peut-être une profile picture et en fait ce que c'est vraiment qu'un NFT. Ouais, ça a été un énorme booster pour tout le monde, hein, l'emballement incroyable médiatique autour des NFT, parce que ça a permis d'approcher une nouvelle technologie. Et en même temps, en prenant du recul, je sais pas si c'était une bonne chose, parce que la quasi-totalité des contenus un peu grand public qui ont été des articles et de la couverture qui a été faite s'est focalisée sur le trading, sur l'augmentation des prix et sur des choses qui sont, bon, d'une part, qui de manière évidente faisaient partie d'une bulle, qui concernent extrêmement peu de gens. J'ai pas été regardé depuis un petit moment combien de personnes se servent d'OpenSea et de Blur, mais il y a quelques milliers de wallets en fait qui tradent. Hein. C'est tout petit. Et donc malheureusement, voilà, il y a cette, c'est un espèce d'écran de fumée en fait devant une technologie et devant son usage et ses applications qui s'est dressé. Donc oui, bah, les NFT ont perdu de leur valeur, mais pas tous les NFT. Les NFT qui sont les NFT de PFP qui étaient utilisés pour trader il y a encore 1 an et demi,
En effet, pour la plupart, hein, pour ne pas dire tous, ils ont perdu, pour la plupart d'ailleurs, la quasi-totalité de leur valeur, simplement parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Bon. Et puis peut-être qu'ils reviendront jamais, ces acheteurs. C'était un phénomène de mode. Est-ce que dans ce phénomène-là, il y a forcément des choses qui vont perdurer? Mais combien, quoi, quelle est la taille de ce marché? Pour moi, c'est un truc qui est vraiment anecdotique. Et effectivement, on n'a pas passé assez de temps, ce qui est dommageable, sur tous les cas d'application qui pouvaient exister au travers des NFT. Et pour moi, le NFT, c'est un sujet d'infrastructure. Je suis pas sûr que les gens aient vraiment besoin de comprendre à quoi ça sert, de la même façon que on se sert tous les jours de HTTP, de POP, d'IMAP, de plein de protocoles qui sont la base même de l'Internet. On ne sait pas comment ça fonctionne, c'est là, et ça permet à tout ça d'exister comme ça existe aujourd'hui. Donc pour moi, les NFT, c'est à mettre dans la case, comme la plupart des choses qu'on fait d'ailleurs dans Web3, c'est à mettre dans une case qui est une case d'infrastructure. Et bon, je vais pas faire de mauvaises comparaisons, mais on va passer d'Oracle à un truc avec des NFT. Bon, base de données de base de données centralisée à une représentation de la donnée qui est une architecture des systèmes d'information qui est très différente. On va expliquer, c'est extrêmement compliqué. De la même façon que je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent et qui s'intéressent, d'ailleurs, c'est même pas le fait de comprendre, mais qui s'intéressent à ce que c'est qu'une monnaie, comment c'est créé, d'où ça vient, quelle est son histoire, comment c'est gouverné. De la même façon, en fait, les NFT, ça restera, je pense, un truc de spécialiste. Donc, en fait, on devrait limite plus parler de NFT, en fait. C'est presque misleading, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, alors nous, on évite le mot. Hein, je ne vais pas te cacher qu'on a fait le ménage dans nos decks et sur le site web pour éviter, parce que d'un terme qui doit être un terme plutôt technique et qui doit s'entendre comme un terme technique, on arrive à un terme qui est tellement orienté, enfin qui oriente tellement les discussions vers l'idée que des NFT c'est des Bored Ape ou des CryptoPunks, qu'en fait ça brouille complètement le message. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc aujourd'hui, nous, sur Ariani, quand on rencontre des marques, quand on parle avec des marques, on ne parle pas de technologie ou le moins possible. D'ailleurs, on a essayé toujours de reléguer ces discussions à un deuxième niveau, et on parle des propositions de valeur que l'utilisation de notre système crée pour les industriels. Et ensuite, on explique comment et pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire avec des technologies et des architectures Web3, parce que pour les raisons de pérennité, d'indépendance, de souveraineté, d'évolutivité, d'interopérabilité, pour toutes ces raisons-là, et même de coût, on a des solutions qui sont bien plus intéressantes que ce qu'on peut trouver dans un univers centralisé. Mais ça vient à la fin. Et c'est vrai que pendant un temps, pendant cette bulle qui est bien lointaine maintenant, les discussions, elles partaient de l'autre côté. Elles partaient de la technologie. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'ouvrir des portes. Mais avec du recul, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne façon d'aborder un sujet, parce que ça oblige à avoir une discussion préliminaire sur qu'est-ce que c'est que cette technologie, qu'est-ce qu'elle apporte, d'où elle vient, avant de savoir à quoi elle sert. Et c'est pas la première fois. Hein. Je veux dire, toutes les bulles, elles sont alimentées par les mêmes problématiques. Moi, je me souviens assez bien, alors j'étais étudiant à l'époque, du début de l'Internet, où on passait son temps, donc allez, 94, 95, 96, on passait son temps à vouloir comprendre et à expliquer ce que c'est que TCP/IP, HTTP, donc des trucs complètement infâmes. Et en fait, t'as pas le début de la réponse que tu dois passer à un autre sujet. Donc ça brouille énormément la communication et les discussions, au point que quand tu pars de ça, tu peux difficilement te projeter, quand c'est pas ta spécialité, dans l'idée que ça va être un nouveau vecteur de commerce. Donc quand tu expliques ce que c'est que TCP/IP en 1995, à aucun moment tu te dis que peut-être que ton business, 10 ans plus tard, à 90%, il sera fait en ligne. C'est pas du tout ça que les gens avaient à l'époque en tête. Donc voilà, il y a eu ce moment qui était un peu, on met les choses un peu à l'envers, la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est tant mieux. Maintenant, je ne vais pas cacher que les mouvements hyper violents du marché dans un sens et dans l'autre, c'est un peu traumatique hein, pour les boîtes et pour les gens qui travaillent sur ces marchés-là.
Donc on est content que ça se soit calmé, mais pour autant, faut être accroché, hein. Non, non, c'est sûr. Et tu sens, parce que là, c'est amusant que tu fasses ce rapprochement avec, on va dire, l'avènement de l'Internet grand public. Est-ce que tu sens que, justement, chez les marques, il y a un vrai niveau de maturité, une vraie compréhension justement de la technologie, au-delà de l'effet de mode, de ce que pouvaient représenter les NFT? Parce qu'à un moment donné, évidemment, je veux dire, il faut y être. Toutes les marques qui doivent justement être à la pointe, de la relation client, mais aussi de l'innovation, service produit qu'elles doivent apporter à leurs clients. Aujourd'hui, tu sens une vraie compréhension, maturité sur ce sujet d'infrastructure technologique? Aujourd'hui, oui. Alors, c'est vraiment sans aucun doute. Les conversations qu'on a aujourd'hui, c'est plus du tout les conversations qu'on avait il y a 18 mois ou 24 mois, ou Ce qui est une même éternité dans le Web3, j'ai envie de dire. ce qui est assez long, surtout quand tu es entrepreneur et que tu as envie que ça explose demain. Mais c'est pas grave. Écoute, voilà, il faut prendre son mal en patience et il faut aussi reconnaître que la techno était pas prête, hein, il y a 6 ans quand on a démarré. Donc voilà, les choses prennent quand même du temps. Mais aujourd'hui, oui, il y a une compréhension qui est assez fine pour les gens qui prennent du temps à explorer le sujet. Il reste beaucoup de marques à convaincre et beaucoup de marques à qui il va falloir, avec lesquelles il va falloir passer du temps pour effacer toutes les mauvaises compréhensions, tous les amalgames, NFT, blockchain, métaverse, trucs, bidules, qui au final apportent plus de confusion qu'autre chose. Mais aujourd'hui, les marques qui se sont intéressées tôt à ces sujets-là, et nous, on fait que ça, hein, enfin, c'est notre quotidien d'être avec elles. Les marques qui ont commencé tôt à regarder ce que c'était, aujourd'hui, sont très très claires sur la proposition de valeur. Je ne peux pas citer de nom, mais aujourd'hui, on est passé d'un monde où on faisait des POC, tu vois, des proof of concept, il y a 18 mois, avec des cas d'application plus ou moins petits et non représentatifs, à un moment où aujourd'hui, les marques font des appels d'offres sur des sujets qui sont vraiment structurants pour leur business et qui sont des appels d'offres que je mets dans la catégorie infrastructure. Donc Ça, elles ont c'est pris le la main sur le super bon sujet. signe. Elles ont pris la main sur le sujet. C'est-à-dire que c'est plus Exactement. vous ou les acteurs du Web3 qui allaient toquer à la porte en mode voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, enfin demain, Mmh. aujourd'hui et demain d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est elles qui disent bon ben voilà, on a compris le sujet, appel d'offres. Vraiment, Ouais. on renverse la Alors vapeur. attention, hein, on est au début de ça, mais c'est quand même, on en est quand même là, ce qui est quand même très chouette. On n'a plus les sujets qui sont, parce qu'il y a eu un moment, hein, où tout le monde voulait faire sa collection de NFT pour faire des marges de 100% sur des produits. Ça, Absolument. voilà. Bon, ça, on n'a plus. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on pense que, enfin, c'est pas qu'on pense, c'est les marques, elles ont un savoir-faire industriel, un savoir-faire dans la fabrication d'objets réels. Bon, il y a certainement de l'argent à faire évidemment à vendre du pur digital, mais je pense qu'il y a une opportunité qui est beaucoup plus importante à avoir la dualité et avoir la capacité de vendre des produits qui ont une existence dans un univers, des produits physiques qui ont une existence dans un univers digital, et d'être capable petit à petit de reprendre la main sur la présence que ces marques ont dans le digital. Parce que pour l'instant, elles sont en périphérie, ou elles étaient en périphérie jusqu'à récemment. Encore une fois, elles payent pour avoir de l'accès à l'intérieur d'un Facebook, d'un Google, d'un Instagram, etc. Mais elles ne sont pas maîtres de quoi que ce soit. Donc, elles font vivre toutes ces plateformes, mais pour autant, elles restent en périphérie de tout ça. Ben là, c'est une opportunité historique de pouvoir devenir des acteurs, au travers de leurs produits, au travers de leurs relations clients, de devenir des primitifs de l'Internet, ce qu'elles n'ont jamais été jusqu'à présent. Donc ça, quand tu le dis comme ça, c'est très très clair, c'est très bien compris. Après, Et la toute la chose que tu as, c'est que tu as eu difficulté. le Web 1 et le Web 2. Donc, du coup, elles se disent, bon, Exactement. voilà, à un moment Ouais. donné, on s'est pris les deux premières vagues, on va peut-être pas rater la troisième. Alors ça joue évidemment beaucoup. Ensuite, tout le challenge, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on met le premier pied là-dedans. Parce que tu ne viens pas débrancher des systèmes existants pour en rebrancher de nouveaux, ça n'existe pas. Donc il faut trouver les bons cas d'usage qui permettent de mettre le pied à l'étrier et qui vont permettre dans un deuxième temps de pouvoir déployer.
Là-dessus, il y a déjà, la prise de conscience dont on parle là, elle permet de créer déjà une première envie d'y aller. Ensuite, on va trouver des cas. Je vais te citer celui des horlogers. Les horlogers, ils ont besoin de fournir avec une montre un certificat d'authenticité et une garantie autour de l'objet. Ça, en fait, tant que ça reste des bouts de papier, c'est pas idéal. Parce qu'un certificat d'authenticité, c'est plus falsifiable qu'une montre, qu'un vrai objet. Parce que personne ne sait, en réalité, ou très peu de gens savent, quelle forme doit avoir le certificat sous sa version papier. Donc finalement, c'est le truc qui est le plus Et facile puis à il en falsifier. existe plusieurs en circulation, c'est-à-dire qu'un certificat qui a 15 ans et aujourd'hui, c'est pas du tout le même format. C'est Donc pas le même il évolue format. dans le temps en plus. Et la garantie, même combat. C'est-à-dire quand est-ce que la garantie a commencé. Et avec un marché qui est un marché dans lequel les rotations en secondaire sont assez intenses. Une montre, il y a beaucoup de marques qui nous disent une montre, en fait, elle reste dans les mains d'un propriétaire pendant 3 ans, pas plus, puis ensuite elle circule. Avec une rotation aussi rapide, c'est important de savoir si la garantie est toujours active ou pas. Et ça, la garantie, c'est peut-être une facture, c'est peut-être, enfin, tu vois, c'est des choses qui Et sont puis elle pas doit être évidentes. transférable, c'est-à-dire que Oui. il faut pouvoir en transférer la propriété de cette garantie. Donc ça, voilà, ce petit cas ce cas-là, juste le cas de la garantie, en fait, ça a été suffisant pour des marques comme Breitling pour se dire, en fait, il faut qu'on innove, il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui nous permettent de mieux travailler. Et tout à coup, oui, associer un NFT à un objet et dire, ça va nous permettre de manière transparente et auditable de savoir à quel moment la date de garantie commence. C'est l'outil parfait pour le faire. Bien sûr. Donc tu Mais vois, est-ce que on vous essaie allez de... au-delà de Ouais. ça? C'est-à-dire que, toi, tu prends l'exemple des montres, c'est un bon exemple, mais dans les montres, évidemment, il y a plein de pièces, il peut y avoir des problèmes. Est-ce que, justement, dans ce passeport digital, est-ce que, par exemple, les réparations, ce genre de choses, c'est des choses qu'on pourrait rajouter? Et Ouais. du coup, si tu veux, si tu achètes une montre en secondaire, tu peux dire, tiens, les aiguilles ont été changées il y a 3 ans, par tel mec, etc. Le carnet d'entretien, on le fait. Voilà. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur pour beaucoup d'objets. Les montres, évidemment. Les automobiles. Bien évidemment. C'est un cas extrêmement intéressant parce que une automobile, en fonction de comment, enfin déjà, est-ce qu'elle a été correctement entretenue et qui l'a entretenue, ça donne une valeur à la revente qui n'est pas du tout la même. Et alors là, pour le coup, c'est des bouts de papier que tu entasses, que tu scannes, etc. Tu as des gens aujourd'hui, d'ailleurs, des plateformes qui sont capables de te racheter une voiture comme ça, vraiment à la seconde, en fonction de ce que tu leur donnes comme garantie que ta voiture est correctement entretenue. C'est un calvaire, en fait, des deux côtés, aussi bien pour celui qui vend que celui qui achète, de rassembler les informations, de Et montrer puis à la quel point elles traçabilité sont des pièces, est-ce authentiques. que les pièces qui ont été changées sont des Ouais. pièces originales ou pas, etc. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Donc tout ça, voilà, le carnet d'entretien et effectivement la composabilité des pièces à l'intérieur d'un produit, c'est des gros sujets. Carnet d'entretien, on fait aujourd'hui, on le fait déjà de manière, en production et c'est utilisé. Le côté pièces détachées et composabilité, ça c'est des sujets sur lesquels on travaille, qui sont pas encore en prod, mais qui sont D'accord. fascinants. Et d'ailleurs, il y Là, a c'est des presque applis. une approche industrielle, c'est-à-dire que typiquement un constructeur d'automobile, même au-delà de la relation qu'il peut avoir avec l'acheteur final de l'auto, enfin de la voiture, même pour lui en interne, il peut y avoir une utilité très forte. Oui, en plus, il y a des problématiques d'assurance et de responsabilité qui sont énormes derrière, parce que une pièce d'origine qui a un défaut technique ou une pièce qui aura été remplacée par une pièce lambda, qui n'est pas une pièce de constructeur, la responsabilité du constructeur n'est pas la même et pas engagée de la même façon. Et quand on suit cette voie-là, il y a aussi des applications industrielles sur lesquelles j'aimerais bien qu'on travaille d'ailleurs. Donc après, on n'a pas le temps de tout faire, Bien sûr. mais dans l'aéronautique, dans le train, enfin, il y a plein d'endroits en fait où ces technologies-là, correctement implémentées, ont une valeur énorme. Donc après, step by step, Step by step. encore une fois, le challenge, on peut rêver de ce que la technologie permet de faire, et elle permet de faire plein de choses. Mais le vrai challenge, c'est comment est-ce qu'on met ça en route, comment est-ce que on crée les bons outils pour pouvoir accompagner cette transition.
Et moi, le premier boulot que j'ai fait avant de devenir entrepreneur, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Sirpac, qui faisait de l'équipement télécom pour pouvoir passer d'un monde analogique à un monde numérique. Là, on est en 2000. Et en fait, ces outils-là étaient absolument indispensables parce que tu remplaces pas un réseau en entier en disant, bah, tiens, demain, on passe en numérique. C'est des tronçons, c'est des bouts de réseau, c'est des segments que tu remplaces petit à petit. Il faut des connecteurs. On est exactement dans la même situation aujourd'hui où il faut qu'on trouve les bons connecteurs pour que ce soit pas, pour que la barrière à l'entrée soit pas trop importante et que la valeur perçue et vue, identifiée par les marques soit suffisante pour qu'elles aient envie de continuer. Et c'est pas évident, donc ça nécessite une très très bonne compréhension des métiers et des industries, ce qui fait que j'adorerais qu'on puisse faire tout en même temps, mais voilà, il faut un peu de Ouais, d'accord, concentration. Tu me fais une transition parfaite sur ma question, c'est vous êtes organisé aujourd'hui chez Ariani par industrie ou aujourd'hui ça a été très focus sur le luxe et puis aujourd'hui vous êtes en train d'ouvrir? Comment vous êtes organisé justement? Bah, on est une start-up, donc voilà, la notion de go-to-market nécessite beaucoup de concentration. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé qu'au luxe parce qu'on a pris ce pari. On s'est dit, c'est probablement l'endroit où on peut retrouver le plus d'intérêt. Point 1. Point 2, les belles marques de luxe, elles sont mondiales, toutes. Ce qui est quand même assez génial quand on veut faire un beau gros projet et quand si on rembobine le truc, on veut participer à ce mouvement de décentralisation Bien sûr, vous de avez une l'Internet. plateforme qui vous permet d'avoir de l'impact. Donc on veut pas le faire juste en région parisienne, on veut le faire de manière mondiale. Donc là, les marques de luxe, c'est des très très bons vecteurs pour distribuer la technologie dans les mains des utilisateurs de manière mondiale. Ensuite, on est français. Alors pour le coup, on a monté Ariani, on était pour beaucoup encore à New York. Parce que c'est là qu'on s'est rencontrés pour la plupart. Mais les marques les marques de luxe, en fait, elles sont très européennes, elles sont françaises, italiennes et suisses pour la plupart. Donc, en fait, notre connexion à ce marché-là, de manière naturelle par nos réseaux, était assez simple. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a commencé par ce marché-là. Et je pense que c'était la bonne voie à prendre. On aurait pu prendre une voie purement industrielle, mais je suis pas sûr qu'on serait aussi avancé que ce qu'on est aujourd'hui. Et puis il y a une fragmentation du marché qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs à équiper. Donc tout ça fait que voilà, c'était un bon démarrage. Maintenant, en partant du luxe et vraiment du haut de gamme du luxe et plus précisément du marché de l'horlogerie, qu'on pensait être le plus aligné. Encore une fois, tu vois la vitesse à laquelle circulent les produits, toutes les notions de garantie, d'authenticité, de relations clients qui sont très très fortes sur ce produit-là qui est une niche, mais qui est quand même un marché important. Oui, ce qui permet de créer des standards aussi. Exactement. On a commencé à explorer le luxe, puis la mode. Et aujourd'hui, les conversations qu'on a, c'est l'automobile, c'est l'électroménager. Enfin, c'est très très large finalement. Et puis aussi des problématiques de fidélité avec tout un tas d'acteurs. Mais il est certain que le gros volume, on l'aura plus en regardant comment est-ce qu'on apporte de la valeur à des fours à micro-ondes et des aspirateurs et des marques qui sont capables de les créer. Parce que ça touche vraiment 100% des gens sur cette planète. Mais voilà, c'est un go-to-market. Alors après, comment est-ce qu'on est organisé? On est encore très très organisé pour s'adresser aux marques de luxe aujourd'hui parce qu'on pense que c'est bien d'aller très très loin dans les cas d'usage, d'être capable de montrer qu'on est capable de faire d'avoir une empreinte importante dans un marché, dans une industrie avant d'en attaquer une autre. Et petit à petit, on fait en sorte d'être un peu plus global, avec aussi un gros challenge de réalisation d'écosystèmes autour de nous. Parce que dans un premier temps, évidemment, il faut tout faire. Tant que tu n'as pas d'écosystème, il faut tout faire. Fabriquer les standards. Exactement, mais à mesure qu'on avance,
on est mis en présence et en contact d'intégrateurs, de tout un tas d'outils qui sont utilisés par des marques, mais qui ne sont pas utilisés que par des marques du luxe, mais qui sont utilisés par les marques en général. Et c'est toute cette connectivité qu'on est en train de construire là ces dernières années qui nous permettra, dans un deuxième temps, d'aller voir beaucoup plus d'industries et beaucoup plus de cas d'usage et de types de produits. Et on n'est pas loin d'être arrivé à ce moment-là. Et ouais, j'ai une petite question juste du point de vue de l'utilisateur final ou de l'acheteur final. Aujourd'hui, en fait, finalement, chaque marque peut créer en fait son propre environnement avec tous ses passeports digitaux, etc. Mais imaginons, tu vois, j'ai ma montre, mon frigo, ma machine à laver, etc. Est-ce qu'à la fin des fins, je vais pouvoir avoir un endroit où je vais retrouver tous mes certificats d'authenticité sans avoir à aller dans, je sais pas, 50 applications différentes? Comment ça va se passer justement? Alors ça, ça fait partie de la difficulté de démarrer. Voilà. C'est-à-dire que, Ouais. évidemment, ce serait plus simple pour tout le monde qui est directement dans Android et dans iOS, dans l'application Wallet que tout le monde a, que tout soit déjà compatible et que tu mettes tout ça là-dedans et que ça se passe bien. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde. Il faut déjà une masse initiale importante avant d'imaginer pouvoir intégrer ça de manière complètement standard au plus bas niveau finalement des outils que tu utilises. Nous, on pense que la première étape importante, c'est de faire en sorte que la donnée, donc là on parle, quand on dit donnée, c'est ce NFT qui représente la propriété d'un objet ou qui représente l'appartenance à un programme de loyauté, cette donnée-là, qu'elle soit sous forme de NFT, sous forme donc qu'elle prenne déjà cette forme-là, qu'elle existe, que ce soit fait sur des technologies suffisamment standards pour pouvoir être interopérable. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est au client final de se créer un wallet pour être amené à conserver ce NFT. Mais tu parlais de ta mère au début. Je pense que ta mère Exactement. aujourd'hui, elle sait pas créer un wallet. En tout cas, et même Elle la ne sait pas conservation de ses créer un propres clés, wallet c'est un vrai problème. et j'irais même plus loin, c'est que je souhaiterais pas qu'elle en crée un. Parce que la gestion des mots de passe, ces trucs-là, c'est déjà compliqué pour des gens qui sont pas trop tech. Là, en l'occurrence, un wallet, quelque part, c'est un mot de passe, je fais des raccourcis, mais qu'on retrouve pas si on le perd. Ouais. Moi, j'ai perdu beaucoup d'actifs numériques dans le passé. Les bitcoins que tu avais achetés en 2012, c'est ça? Non, des Ethers que j'avais achetés à la ICO. Bon, voilà. Ah, Et, et donc, bon, même en étant bien organisé, en réalité, sur des temps longs, il peut t'arriver des trucs. ouais. Alors, quel est le bon mode? Le bon mode, c'est de faire en sorte que ces jetons soient librement transférables, récupérables, stockables n'importe où, conservables n'importe où, et probablement que y ait quand même des intermédiaires pour pouvoir les conserver. Pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait des intermédiaires, dès lors qu'ils n'ont pas la capacité à se mettre en péage et à décider pour l'utilisateur. Quelque part, une banque, c'est un intermédiaire qui conserve ton argent. Si tu n'es pas content, tu pars dans une autre banque. Tu peux récupérer ton cash si tu veux. C'est toujours possible. C'est pas vraiment souhaitable pour des raisons de sécurité, mais c'est possible. Et alors, je vais pas dire que le système bancaire tel qu'il est là, je le trouve parfait, mais il permet pas non plus à des gens de s'installer en intermédiaire et de faire la loi pour les autres. Dans une première étape de décentralisation, quand il s'agit des données personnelles, déjà arriver là, ce serait super. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les NFT vont être conservés dans des systèmes qui sont mis en place par les marques. Et c'est très bien comme ça. Ce qui n'empêche pas les utilisateurs de récupérer leur NFT s'ils le souhaitent. Mais à l'épreuve des faits, quand on regarde nos métriques, quand on regarde ce qui se passe, c'est pas une volonté aujourd'hui des utilisateurs de le faire. Moi, ce qui C'est-à-dire que mes m'importe, NFT, par exemple, si j'ai mon propre wallet, je vais, par exemple, je sais pas si c'est une des marques avec qui vous travaillez, je pourrais aujourd'hui, techniquement, je peux transférer bien ce sûr. NFT Ah vers oui, mon bien wallet. sûr, Voilà. bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois, Breitling, par exemple, qui est historiquement un des tout premiers à avoir utilisé notre protocole, les gens souhaitent pas nécessairement récupérer leur NFT. Pour certains, ils savent qu'ils en ont la possibilité. Et ce qui est Et puis important, c'est que j'imagine qu'il y a techniquement, des ce soit avantages possible. aussi de rester dans l'environnement de la marque.
Bah, l'avantage premier, c'est de ne pas avoir à se préoccuper de ça, quoi. Voilà. Donc, bon, là, on est dans un démarrage de cette étape-là, j'espère, du Web3. On verra à quelle vitesse ça va, mais encore une fois, étape par étape, on peut pas remplacer les habitudes comme ça du jour au lendemain. Il faut que ce soit possible. Il faut empêcher que des gens puissent se mettre en intermédiaire de manière stricte, sans le consentement de l'utilisateur. Pour autant, la conservation, c'est un vrai gros sujet. Ben, je pense que la conservation, elle sera déléguée. Après, Là, on voit d'ailleurs même Ledger, hein, il travaille sur le sujet. Alors, il y a tout à eu un fait, peu ouais. des débats sur le lancement de Ledger Recover, mais Mmh. c'est vrai que la désintermédiation met une pression gigantesque sur l'utilisateur final. Bien sûr. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution ou du X, on va dire, valable et scalable sur ce sujet-là, parce que le fait d'écrire des mots sur un bout de papier ou de les mettre dans une petite capsule, etc., enfin, c'est un peu archaïque. C'est paradoxal de se dire, tiens, c'est le futur du web, mais on en revient à écrire des trucs sur des bouts de papier. Quand même marrant. On est au début d'une vague là, qui a été d'ailleurs sur lesquelles des gens comme Zengo qui utilisent des données, enfin des données, des accès comme les emails, comme la biométrie, etc. Bon, c'est des gens qui étaient très en avance sur ce marché-là, avec l'abstraction wallet. Le Là-dessus, 43, les ERC 4337, c'est ça? exactement. On a fait un petit épisode avec Jérôme de Tichet sur le sujet. Tout à fait, que j'ai écouté d'ailleurs. Et, euh, et là, on est au début de quelque chose qui va permettre d'accélérer énormément l'adoption. Parce que oui, il faut trouver des moyens en fait de simplifier au maximum cette conservation. Et là-dessus, je vais quand même faire la distinction entre faire de la conservation d'actifs qui sont des actifs financiers, qui ont de la valeur fongible, etc., avec ce qu'on fait nous. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir les mêmes systèmes parce que nous, en fait, ton NFT, si tu n'as pas l'objet dans les mains, il ne sert pas à grand-chose. Enfin, ils ne servent même à rien en réalité. Donc, la nécessité de surprotéger et de se rendre le plus indépendant possible de qui que ce soit dans la conservation d'un NFT qui représente la preuve de propriété de ta montre, c'est pas la même chose que d'avoir à stocker $1 million en Bitcoin. Voilà. Ouais, c'est pas le Donc, même enjeu. voilà, c'est toujours des curseurs, hein, il faut ajuster. Mais donc, pour ça, pour terminer de répondre à ta question, je pense que dans les étapes, première chose, représenter la donnée par des NFT, c'est déjà une très belle première étape. S'assurer que ce soit fait dans des conditions sur des technologies qui sont standardisées, complètement interopérables, c'est la première bonne condition. Et puis on verra en fait à quelle vitesse les gens vont se l'approprier. Mais si on a déjà ça, c'est déjà énorme, hein. Et bravo, mais merci d'ailleurs, hein, franchement, de participer à la création de tout ça, parce que il faut des acteurs comme vous pour le faire et d'accompagner aussi les gens qui sont un peu loin de toutes ces considérations techniques. Il faut simplifier, hein, de toute façon, pour tout le monde, pour tous les acteurs. Donc c'est important qu'on ait des acteurs comme Mariani aujourd'hui qui s'occupent de ça. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Juste peut-être pour finir, parce que je sais qu'aujourd'hui tu es un business angel aguerri, quels sont les autres sujets dans le Web3 qui aujourd'hui t'intéressent, te passionnent et sur lesquels tu justement en tant que business angel, tu essayes de faire avancer la cause? Bah, moi, je passe pas mal de temps à la DAN, qui est l'association enfin, qui était l'association pour le développement des actifs numériques, qui s'est élargie là, hein, très récemment, cette rentrée, sur tous les sujets qui touchent au Web3. Il y a un vrai sujet de mise en place de règlements, de réglementation, de conformité, qui est souvent mal compris d'ailleurs par l'écosystème. C'est-à-dire que c'est pas une option en fait. Enfin, il y a des lois et il faut pas forcément des lois pour tout, mais dans la mesure où des lois existent, il faut soit faire en sorte qu'elles soient adaptées, soit faire en sorte de bien faire comprendre aux autorités à quoi sert tout ça pour créer un cadre qui soit propice au développement de tout ça. Donc moi, c'est un sujet sur lequel je passe pas mal de temps, sur lequel on a plutôt des bons résultats, je pense. Alors, on pourra toujours vouloir On peut pousser le toujours faire curseur plus mieux, loin. mais On peut au toujours moins faire ça mieux, mérite mais d'exister.
en France et en Europe, on a plutôt un cadre qui se prête, qui est pro-entrepreneur, pro-technologie, et qui se prête au développement de cet écosystème. Donc, c'est un sujet sur lequel je passe pas mal de temps. Après, sur des sujets plus techniques, écoute, moi, la plupart des investissements que j'ai faits, je les ai faits il y a un bon moment. J'en fais toujours un petit peu là ces derniers temps, mais c'est vrai que les sujets que je regarde et sur lesquels je passe du temps, et pas forcément des sujets sur lesquels j'investis, parce que pour l'instant, j'ai pas vu passer des choses qui m'aient vraiment donné envie d'y aller, ou alors j'ai pas été exposé au bon dossier, j'en sais rien. C'est peut-être un problème de deal flow, qui sait. Moi, il y a deux choses. Il y a tout ce qui concerne l'abstraction de conservation, donc ce dont on se parlait à l'instant, qui est au tout début. Point 1. 2, il y a tout ce qui est Web3 social, c'est-à-dire tout ce qui permet de représenter notre graphe social, tout ce qui permet de représenter de l'interaction de manière plus C'est ce que tu distribuée. disais tout à l'heure sur Facebook, c'est le social graph de Facebook, c'est Voilà. finalement de Web3iser. Donc tu vois, voilà, des initiatives comme Lens, moi je trouve ça passionnant. Pools est en train de faire des trucs assez chouettes aussi sur le sujet. Pools qui a été d'ailleurs monté par ton ancien associé. Tout à fait, Hugo Renaudet, ouais, qui a une pêche d'enfer, et j'espère qu'il arrivera. Et les cheveux qui poussent, parce que je l'ai connu, il a les cheveux courts, maintenant il a les cheveux plus longs. C'est vrai que ça fait longtemps que tu le connais. Ben oui, écoute, quand tu fais du social, en fait, il faut approcher une couche sociale et donc des people, et donc il s'est transformé au contact il fait le bridge en fait entre de la technologie et des people. Donc voilà, il le fait très bien. Un connecteur, voilà, le fameux connecteur dont tu parles. Donc il lui fallait le physique et la tête. Et puis il y a tout ce qui concerne la privacy, qui est un sujet très important. Donc les sujets qui touchent au zero knowledge. Là c'est pareil, en fait, c'est pas forcément des sujets très nouveaux, mais qui sont des technos qui sont en train d'être déployés et qui sont nécessaires aussi au bon développement de l'écosystème, parce que on peut pas rester sur des technos sur lesquels on a la full traçabilité, tu vois, de toutes les transactions. Enfin, si je te donne mon adresse, notamment dans la finance, c'est-à-dire si on commence à avoir accès à toute la donnée, c'est un vrai problème. Donc sur Ariani, on a fait plein de couches là-dessus pour faire en sorte que tu puisses pas de l'extérieur savoir combien telle ou telle marque a créé de produits, vendu de produits, parce que ce serait pas possible. Donc ça, on a fait des couches, et il manque encore des technos d'une manière générale sur le marché pour créer les conditions d'une bonne auditabilité et traçabilité, tout en n'offrant pas à n'importe quel observateur extérieur un regard sur tout ce que font les uns et les autres. Donc c'est les 3 sujets que je regarde dans la partie Web3. Passionnant. Merci beaucoup Frédéric. Est-ce que pour la fin, est-ce que tu aurais des sites, des livres à lire pour nos auditeurs qui ont envie de se plonger un peu dans tous ces sujets-là? Ouais, alors écoute, c'est compliqué parce que c'est des technos qui vont beaucoup trop vite. Il y a peu d'écrits finalement qui permettent à un moment de pouvoir comprendre vraiment l'état de l'art, etc. Donc, je pense qu'en fait, ça se passe beaucoup soit dans des médias qui couvrent ces sujets-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font un travail de très bonne qualité. En France, on a The Big Well, par exemple, qui est très bien. Il y a Grand Angle Crypto qui fait ça très bien aussi. Tu fais ça très bien, donc il faut aller piocher un peu à droite à gauche. Et je pense qu'on est encore à un stade où il faut aller écouter les gens qui participent à la construction. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pas très synthétisé. Bon, mais c'est comme ça qu'il faut, je pense, avancer. Parce que c'est une industrie qui est très jeune. C'est une industrie qui est très jeune, mais c'est ça qui est fascinant, hein, c'est qu'il y a autant d'idéologie que de technologie, que de cas d'usage, que c'est un ensemble de choses. Donc, j'ai pas vraiment un truc à pointer. En plus de ça, c'est les applications et les discussions sont tellement variées. Donc non, j'en ai cité quelques-uns. Je pense que faut aller se nourrir à l'intérieur de ces publications, de ces podcasts, et puis il y a des très très belles conférences aussi qu'il faut suivre, je pense. Et on a de la chance en France d'en avoir de très belles, en tout cas à Paris. Il y a Paris Blockchain Week, il y a NFT Paris, il y en a plein d'autres.
d'ailleurs. Ouais. Alors, suivant ce qu'on veut avoir comme type de contenu, est-ce que c'est plus ou moins technique? Etsy, c'est absolument génial aussi. Ouais, incroyable. Très technique pour le coup. Donc voilà, c'est pas un sujet sur lequel on peut s'informer vite, bien et de manière très concise et rapide, parce que c'est en gestation. Donc il faut accepter d'y passer du temps. Et en revanche, au-delà de tous les écrits et tous les avis des uns et des autres, je pense qu'il y a un truc globalement les gens font pas assez, c'est mettre les doigts dedans. Ouais. On parle pas de l'internet tant qu'on n'a pas en 1995 acheté un modem, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passait. Il y a beaucoup de gens qui écrivaient beaucoup de choses sans s'être connectés. Bah, de la même façon, là, il faut mettre les doigts dedans. Et donc, il faut un wallet. Et donc, il faut s'acheter un peu de crypto. Et donc, il faut jouer avec. Et il faut comprendre. Il faut s'y intéresser. C'est pas compliqué. Ça coûte pas grand chose. Il suffit de s'acheter quelques dizaines d'euros de crypto pour pouvoir les manipuler. Et c'est une étape qui est indispensable pour comprendre déjà le changement de paradigme profond, comprendre l'état d'avancement aussi, parce que on va pas se le cacher, ça reste quand même en termes d'expérience utilisateur. On a tellement été habitué à avoir des interfaces extrêmement léchées, hyper intuitives, que revenir à des choses un petit peu plus brutes, c'est pas évident. Et puis il faut le faire en se disant que c'est un changement de paradigme qui est probablement le plus important qu'on ait jamais connu dans n'importe quelle industrie, parce que on parle de l'industrie du numérique. L'industrie du numérique, on sait que quand elle est disruptée, comme le réseau Internet existe déjà, en fait, ça se fait à une vitesse prodigieuse. Et puis aujourd'hui, Euh, il y a des milliards d'utilisateurs, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Exactement. Donc, le changement de modèle économique qui va s'opérer, c'est une évidence. Euh, il est d'une dimension comme probablement on n'a jamais connu de changement jusqu'à présent dans l'histoire de l'économie. Donc c'est intéressant aussi de le faire en essayant de comprendre comment est-ce que ces technologies vont se distribuer et vont affecter les acteurs en place. Et c'est pas pour rien que ils redoublent tous d'efforts en ce moment à essayer de nous expliquer qu'ils sont en train d'écrire la prochaine page de l'Internet. Et ce qui est bien, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, en fait, ils se sont tous refocalisés ailleurs. Donc c'est très bien. Ils sont Mais ils tous vous en train laissent de se tranquille pour battre. travailler. Et on va pouvoir travailler tranquillement et opérer cette transition de manière un peu silencieuse, mais assez radicale. Bah super, bah merci beaucoup Frédéric, puis bah, j'espère te recevoir peut-être dans un an ou deux pour justement qu'on puisse rediscuter des avancées d'Ariani et si voilà il y a encore un emballement, en tout cas une adoption un peu plus forte, je pense que tu auras beaucoup d'histoires et d'anecdotes intéressantes à nous raconter. Merci Je beaucoup en tout croise cas. les doigts. Merci beaucoup, Alexis. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.